Mon mari a oublié mon anniversaire pendant 8 ans. J'ai oublié qu'il existait. Chaque année, c'était la même chose. Mon anniversaire arrivait et Laurent agissait comme si c'était juste un mardi ordinaire. Pas de cartes, pas de fleurs, pas de dîner, rien. Il rentrait du travail, demandait ce qu'il y avait pour le dîner et regardait la télé jusqu'au coucher. Quand je mentionnais que c'était mon anniversaire, il disait que nous étions trop vieux pour ces choses-là et que les anniversaires étaient pour les enfants. Il disait que les vrais adultes n'avaient pas besoin de fêtes ni de cadeaux. Mais l'anniversaire de Laurent était différent. Il commençait à en parler 2 mois avant. Il m'envoyait des liens vers des montres coûteuses et des clubs de golf. Il faisait des réservations dans des restaurants qui coûtaient 280 € par personne. Il invitait ses amis pour des soirées poker et s'attendait à ce que je cuisine pour tout le monde. Il boudait si ses cadeaux n'étaient pas parfaitement emballés avec des rubans et des nœuds. Pour son 40e anniversaire, il voulait une fête surprise. J'ai passé 3 mois à la planifier, j'ai loué une salle privée dans son restaurant de grillade préféré, invité 50 personnes, engagé un photographe et commandé un gâteau personnalisé en forme de sa voiture de collection. Il a adoré et a dit à tout le monde que j'étais l'épouse parfaite qui savait exactement comment traiter son homme. 2 semaines plus tard, c'était mon 40e anniversaire. Laurent est allé jouer au golf. Il ne m'a même pas souhaité joyeux anniversaire en partant. Il est rentré à 20 h et a demandé pourquoi le dîner n'était pas prêt. Je lui ai rappelé que c'était mon anniversaire. Il a dit que j'aurais dû le lui rappeler plus tôt et a pris une bière. C'était la 8e année de ce manège. 8 ans où mes anniversaires n'étaient rien, alors que les siens étaient des productions. Sa mère, Chantal, l'appelait à minuit le jour de son anniversaire pour lui chanter une chanson. Elle ne m'a jamais appelé une seule fois pour le mien, même si j'étais marié à son fils depuis près d'une décennie. Elle m'avait même dit que les femmes qui s'attendaient à des célébrations d'anniversaire étaient exigeantes. La sœur de Laurent publiait de longs messages sur Facebook pour dire quel frère incroyable il était le jour de son anniversaire. Pour le mien, elle publiait des choses aléatoires comme son nouveau régime. Laurent gardait une liste sur son téléphone de tout ce qu'il voulait pour ses anniversaires et Noël. Il cochait les articles au fur et à mesure qu'il les recevait et se plaignait si quelque chose n'était pas de la bonne marque ou de la bonne couleur. Quand je lui ai demandé une fois ce qu'il m'offrait, il a dit que mon cadeau était d'être marié avec lui. Il a vraiment dit ça sans sourciller. La 9e année a été celle où j'ai arrêté d'essayer. Mon anniversaire est venu et reparti sans un mot de Laurent. Il n'a même pas remarqué que j'avais pris ma journée. Je l'ai passé dans un spa en utilisant l'argent de mon compte séparé, dont il ignorait l'existence. J'avais économisé 20 € par-ci par-là pendant des mois. Quand je suis rentrée détendue et heureuse, il s'est plaint que j'avais l'air différente et a demandé si j'avais changé de coiffure. J'ai dit non et j'ai préparé son dîner comme toujours. Mais j'ai aussi commencé à planifier. Pour l'anniversaire de Laurent cette année-là, je n'ai absolument rien fait. Le jour est arrivé et il s'est réveillé en s'attendant à un petit déjeuner au lit. J'étais déjà habillé pour le travail. Il a demandé où était son petit déjeuner spécial. J'ai demandé ce qu'il y avait de spécial à propos d'un jeudi ordinaire. Il a dit que c'était son anniversaire. J'ai dit que les anniversaires étaient pour les enfants et que les vrais adultes n'avaient pas besoin de ces trucs-là. Je lui ai juste répété ses propres mots exacts. Il a attendu toute la journée des plans surprises. Rien ne s'est passé. Pas de fête, pas de réservation de dîner, pas de cadeau. Sa mère a appelé pour demander à quelle heure la fête commençait. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de fête parce que Laurent avait dit que nous étions trop vieux pour les célébrations d'anniversaire. Elle a appelé Laurent en hurlant que j'étais une épouse terrible. Laurent est rentré furieux, demandant où étaient ses cadeaux. J'ai dit que les cadeaux étaient enfantins et qu'il devrait être reconnaissant d'avoir un travail et une maison. Il a dit que j'étais mesquine et vindicative. J'ai dit que j'étais exactement comme lui. Il a prétendu qu'il n'avait jamais oublié mon anniversaire. J'ai sorti mon journal où j'avais documenté chaque anniversaire pendant 9 ans. Ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, comment il m'avait fait me sentir. 9 ans à m'entendre dire que j'étais trop vieille pour les anniversaires alors qu'il agissait comme un enfant pour le sien. Laurent a dit que c'était différent parce que les anniversaires des hommes comptaient plus qu'ils étaient les pourvoyeurs. J'ai ri tellement fort que j'en ai pleuré. Je gagnais le même salaire que lui. Nous partagions les factures équitablement. Il ne fournissait rien de spécial. Ses amis ont commencé à appeler pour demander pourquoi j'avais annulé ses projets d'anniversaire. Je leur ai dit que Laurent avait décidé que les anniversaires n'étaient plus importants.
Ils ont pensé qu'il faisait une crise de la quarantaine. Sa sœur a posté un message demandant si Laurent allait bien puisqu'il n'y avait pas de photo d'anniversaire. Ses collègues se demandaient pourquoi il n'avait pas apporté le gâteau d'anniversaire habituel que j'envoyais toujours à son bureau. Laurent a essayé d'organiser sa propre fête d'anniversaire la semaine suivante. Il a envoyé une invitation à un événement Facebook à 22h. 20 personnes ont indiqué qu'elles viendraient. À 19h le lendemain soir, notre salon avait des ballons que Laurent avait achetés lui-même et un gâteau de supermarché encore dans son emballage en plastique. Stéphane s'est présenté à 19h30 avec un pack de 6 bières. En regardant la maison vide, Laurent continuait de vérifier son téléphone, rafraîchissant la page de l'événement. Personne d'autre n'est venu. Stéphane a demandé ce qui était arrivé à tout le monde. Laurent a dit qu'il devait être en retard. Nous nous sommes assis dans le salon pendant 1 heure. Stéphane faisait la conversation sur le travail et la météo. Laurent ouvrait bière après bière, devenant plus silencieux à chaque fois. Stéphane a finalement demandé pourquoi j'avais annulé les plans originaux. J'ai dit que Laurent avait décidé que les anniversaires n'étaient pas importants. Stéphane nous a regardés tour à tour, essayant clairement de comprendre dans quoi il avait mis les pieds. Laurent a dit que c'était compliqué. Stéphane a demandé si nous avions des problèmes. Laurent a dit que tout allait bien et a bu plus de bière. Stéphane est parti vers 21h30, disant qu'il devait se lever tôt. Laurent est resté assis sur le canapé entouré de décorations non ouvertes et de ce triste gâteau d'épicerie. Il ne m'a rien dit, il a juste continué à boire et à fixer son téléphone comme si ses amis allaient soudainement apparaître. Je suis allé me coucher et je l'ai laissé là. Le lendemain matin, Laurent est entré dans la cuisine pendant que je faisais du café. Il a dit qu'il avait peut-être surréagi à propos de son anniversaire. Il a dit que nous devrions simplement oublier toute l'affaire et revenir à la normale. J'ai versé mon café et demandé ce que normal signifiait pour lui. Il a dit normal comme avant, quand les choses allaient bien entre nous. Je lui ai dit que normal signifiait 9 ans où il ignorait mon anniversaire pendant que je planifiais des fêtes élaborées pour le sien. J'ai dit que je n'étais plus intéressé par cet arrangement. Laurent a dit que j'en faisais toute une histoire pour rien. Il a dit que nous pourrions tous les deux aller de l'avant et mettre ça derrière nous. J'ai demandé s'il pensait vraiment que 9 ans à me traiter comme si je ne comptais pas était quelque chose que nous pouvions simplement dépasser sans en parler. Il a eu ce regard frustré qu'il a toujours quand je ne suis pas immédiatement d'accord avec lui. Laurent a dit que j'étais dramatique pour quelques anniversaires manqués. Il a dit qu'il avait probablement dit joyeux anniversaire la plupart des années et que j'exagérais tout. Il a prétendu que sa mémoire n'était pas parfaite, mais qu'il avait certainement reconnu mon anniversaire parfois. J'ai posé mon café et je suis allé dans la chambre. J'ai sorti mon journal du tiroir où je l'avais gardé caché pendant des années. Laurent m'a suivi, demandant ce que je faisais. J'ai ouvert à la première entrée concernant mon anniversaire et j'ai commencé à lire la date à haute voix. Le visage de Laurent a changé alors que je lisais ces mots exacts de ce jour-là. Je suis passé à l'entrée de l'anniversaire suivant et je l'ai lu aussi. Puis la suivante. 9 années d'entrée détaillées avec des dates et des citations directes de tout ce qu'il avait dit et fait. Laurent est resté là à regarder son propre comportement documenté de mon écriture. Son visage est passé de défensif à pâle. Il a tendu la main vers le journal et je le lui ai donné. Il s'est assis sur le lit et a lu les entrées sans rien dire. Le silence s'est étiré pendant 10 minutes pendant qu'il tournait les pages. Puis il a levé les yeux et a dit, « Tu as tenu ce journal spécifiquement pour l'utiliser contre moi un jour. » Il a dit, « Tu planifiais cette confrontation depuis le début, rassemblant des preuves comme si tu montais un dossier. » Je me suis assise à côté de lui et j'ai expliqué que j'avais commencé à écrire les choses parce que je me sentais folle. Je lui ai dit que je pensais peut-être que j'étais trop sensible à propos de quelque chose qui ne devrait pas avoir d'importance. J'ai dit que chaque année, après que mon anniversaire soit passé sans rien, je me demandais si je me souvenais bien ou si j'en attendais trop. Le journal m'aidait à savoir que je n'inventais rien. Laurent a fixé les pages et a dit que cela ressemblait à un piège. J'ai demandé en quoi documenter la vérité était un piège. Il n'a pas répondu. Laurent a fermé le journal et me l'a rendu. Il a dit que si les anniversaires étaient si importants pour moi, j'aurais dû le communiquer clairement au lieu de tenir les comptes dans un journal secret. Je lui ai rappelé les multiples fois où j'avais mentionné me sentir blessé quand il oubliait. Il a dit qu'il ne se souvenait pas de ces conversations. J'ai rouvert le journal et lui ai montré les entrées où j'avais écrit lui avoir dit ce que je ressentais.
Il avait répondu à chaque fois en disant « Les adultes n'ont pas besoin de célébration d'anniversaire ». Laurent a dit que c'était juste son opinion et que j'aurais dû insister davantage si cela me tenait vraiment à cœur. J'ai demandé à quel point j'étais censé insister davantage quand il rejetait mes sentiments à chaque fois. Il a dit qu'il ne savait pas que j'étais aussi bouleversé. J'ai pointé du doigt les 9 années de documentation prouvant le contraire. Il s'est levé et a quitté la pièce. Nous nous sommes à peine parlé pendant 3 jours après ça. Laurent a déménagé ses affaires dans la chambre d'amis sans demander ni expliquer. Il partait travailler avant que je me réveille chaque matin. Il rentrait tard et allait directement dans la chambre d'amis. Je l'entendais regarder la télé là-dedans jusqu'à plus de minuit. Le 3e jour, j'ai reçu un SMS de quelqu'un du bureau de Laurent demandant si tout allait bien. Apparemment, Laurent semblait distrait et pas dans son assiette. Son collègue voulait savoir s'il se passait quelque chose à la maison. Je n'ai pas répondu. Les problèmes de Laurent au travail n'étaient plus ma responsabilité. Le 4e matin, mon téléphone a sonné pendant que je me préparais pour le travail. L'identification de l'appelant indiquait la mère de Laurent. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais qu'elle continuerait d'appeler. J'ai décroché et avant que je puisse dire bonjour, elle a exigé de savoir pourquoi je punissais son fils pour quelque chose de mesquin et d'infantile. Elle a dit que Laurent était malheureux et que c'était de ma faute. J'ai demandé si Laurent lui avait dit ce qui s'était réellement passé. Elle a dit qu'il lui avait dit que j'étais fâché à propos des anniversaires et que je lui rendais la vie difficile. Elle s'est lancée dans une leçon sur la façon dont le mariage exige des sacrifices et des compromis. Elle a dit que les relations demandent du travail et que je devais être plus compréhensive. Je l'ai écoutée parler de sacrifice tout en pensant à mes 9 années à tout sacrifier. Elle a dit que le compromis signifiait se rencontrer au milieu. Je me demandais où était le milieu entre tout et rien. Je l'ai interrompu et j'ai dit que Laurent avait appris son comportement d'enfant gâté quelque part. Je lui ai dit qu'elle devrait peut-être examiner son propre rôle en lui apprenant que ses besoins comptaient plus que ceux de tout le monde. J'ai dit qu'elle l'avait encouragé toute sa vie en traitant ses anniversaires comme des fêtes nationales tout en me disant que les femmes qui veulent des célébrations d'anniversaire sont exigeantes. Elle a émis un son comme si je l'avais giflé. Puis elle a dit, Laurent mérite mieux qu'une femme vindicative qui garde rancune. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fini de me préparer pour le travail et je n'ai même pas été surprise quand mon téléphone a vibré avec une notification de SMS. Le SMS venait de la sœur de Laurent. Il faisait 3 paragraphes sur la loyauté familiale et comment je déchirais la famille pour rien. Elle a utilisé plusieurs émojis qui pleurent. Elle a dit que Laurent était son frère et qu'elle le soutiendrait toujours quoi qu'il arrive. Elle a dit que j'étais cruel et déraisonnable. Elle a dit que la famille signifie rester ensemble à travers les désaccords. J'ai tout lu et je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, elle a envoyé un autre SMS demandant si j'avais reçu son message. Je n'ai toujours pas répondu. 1 heure après ça, elle a posté un statut Facebook vague sur les faux membres de la famille qui vous abandonnent pour des désaccords mineurs. Le post a obtenu 15 likes de la part de la parenté de Laurent. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé travailler. Laurent est rentré ce soir-là avec des fleurs du supermarché. Il les a posées sur le comptoir de la cuisine et a dit qu'il avait réfléchi à tout. Il a dit qu'il voulait travailler sur notre mariage. Il a suggéré que nous voyions un conseiller ensemble pour nous aider à traverser cette mauvaise passe. J'ai regardé les fleurs encore dans leur emballage plastique et j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Puis Laurent a ajouté que le conseiller pourrait m'aider à comprendre pourquoi je surréagissais. L'espoir a disparu aussi vite qu'il était venu. J'ai demandé s'il pensait sérieusement qu'un conseiller me dirait que j'avais tort de vouloir une considération basique. Il a dit qu'un professionnel pourrait nous donner à tous les deux une perspective. J'ai réalisé qu'il s'attendait à ce que le conseiller me répare, pas à ce qu'il nous aide tous les deux à changer. Les fleurs sont restées sur le comptoir. Je ne les ai pas mises dans l'eau. J'ai dit à Laurent que nous pouvions faire une thérapie, mais seulement si nous choisissions quelqu'un ensemble. Il m'a regardé comme si je venais de l'accuser de quelque chose de terrible et a dit qu'il n'essaierait pas de piper les dés en sa faveur. J'ai souligné qu'il venait de suggérer que le conseiller m'aiderait à comprendre pourquoi je surréagissais, ce qui ressemblait exactement à piper les dés. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais rien n'est sorti. Il est parti et j'ai entendu la porte de la chambre d'amis se refermer à nouveau. Au travail le lendemain, Nathalie de la comptabilité s'est arrêtée à mon bureau pendant le déjeuner. Elle a demandé si j'allais bien parce que je semblais différente ces derniers temps. Je travaillais avec Nathalie depuis 6 ans,
mais nous ne faisions généralement que parler de nos projets de week-end et nous plaindre de la machine à café. J'ai hésité, mais quelque chose dans son inquiétude sincère m'a poussé à lui donner la version courte de la situation de l'anniversaire. Elle m'a fixé la bouche légèrement ouverte et n'a rien dit pendant 10 bonnes secondes. Puis elle m'a dit que son mari dormirait à l'hôtel s'il faisait ce genre de conneries. Elle l'a dit assez fort pour que 2 personnes au bureau voisin regardent. J'ai senti mon visage chauffer, mais aussi quelque chose comme du soulagement que quelqu'un d'autre pense que le comportement de Laurent était réellement mauvais. Nathalie a tiré une chaise et m'a parlé des premières années de son mariage. Elle a dit que son mari avait l'habitude de laisser sa vaisselle sale près de l'évier au lieu de la mettre dans le lave-vaisselle. Elle lui avait demandé gentiment de la ranger, et il disait qu'il le ferait, mais ne le faisait pas. Cela a duré des mois jusqu'à ce qu'elle arrête de faire sa lessive. Il a demandé où étaient ses vêtements propres, et elle lui a dit qu'elle ne lavait que la vaisselle qui arrivait dans le lave-vaisselle, donc elle ne lavait que les vêtements qui arrivaient dans le panier à linge. Ses affaires étaient restées par terre. Il a essayé d'argumenter qu'elle était mesquine, et elle lui a dit qu'elle refusait d'accepter un traitement qu'elle ne lui donnerait pas. Elle a dit qu'elle ne laisserait jamais sa vaisselle près de l'évier en s'attendant à ce qu'il s'en occupe, alors pourquoi devrait-elle accepter qu'il lui fasse ça? Il a commencé à mettre sa vaisselle dans le lave-vaisselle le jour même. Nathalie m'a regardé et a dit, le mariage ne fonctionne que lorsque les 2 personnes font le même effort. Elle a dit que j'avais accepté moins que ce que je donnais pendant 9 ans et que ce n'était pas un mariage. C'était moi étant l'assistante personnelle de Laurent. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Je m'étais dit que j'étais peut-être trop sensible aux anniversaires. Peut-être que Laurent montrait son amour différemment. Peut-être que je devais mieux communiquer. Mais Nathalie avait raison. Je m'étais manipulé moi-même, gaslighting, pendant des années, trouvant des excuses pour le comportement de Laurent au lieu de le voir pour ce qu'il était. Il traitait son anniversaire comme une fête nationale et le mien comme n'importe quel mardi ordinaire parce qu'il croyait sincèrement que le sien comptait plus que le mien. Et je l'avais laissé croire ça en acceptant la situation année après année. 2 jours plus tard, Laurent m'a dit qu'il avait trouvé une conseillère conjugale et nous avait réservé un rendez-vous pour jeudi à 18 h. J'ai demandé quand il avait prévu de vérifier si cet horaire me convenait. Il a dit que quelqu'un devait prendre l'initiative puisque je traînais les pieds pour trouver quelqu'un. J'ai senti cette colère familière monter dans ma poitrine. Je lui ai dit qu'il venait de prendre une décision unilatérale concernant notre thérapie commune, ce qui était exactement le genre de chose pour laquelle nous avions besoin de thérapie. Il a levé les yeux au ciel et a dit que je faisais exprès d'être difficile. J'ai noté l'heure du rendez-vous et je n'ai rien dit d'autre. Jeudi est arrivé et nous avons conduit jusqu'au cabinet de la conseillère en silence. Laurent n'arrêtait pas d'ajuster le col de sa chemise et de vérifier son téléphone. Le nom de la conseillère était Isabelle et son bureau était dans un petit immeuble au centre-ville avec des plantes dans chaque coin. Elle avait peut-être 50 ans avec des mèches grises dans ses cheveux noirs et elle nous souriait à tous les deux comme si nous étions intéressants au lieu d'être brisés. Elle nous a demandé de lui dire pourquoi nous étions là. Laurent a commencé à parler avant que je puisse ouvrir la bouche. Il a dit que nous avions eu quelques désaccords ces derniers temps et qu'il voulait travailler sur notre communication. Isabelle a hoché la tête et lui a demandé d'être plus précis. Il a dit que j'avais été contrarié à propos d'histoire d'anniversaire et qu'il voulait mieux comprendre mon point de vue. Isabelle s'est tournée vers moi et a demandé si j'étais d'accord avec la description de Laurent. J'ai dit que c'était une façon de décrire 9 ans où il ignorait mon anniversaire tout en attendant des célébrations élaborées pour le sien. Laurent a bougé sur son siège et a dit que j'exagérais. Isabelle a levé la main et a demandé à Laurent de me laisser finir de parler. J'ai continué à parler et Laurent m'a interrompu 2 fois de plus dans les 10 minutes suivantes. Chaque fois, Isabelle l'a arrêté et lui a demandé d'attendre que j'ai fini. Je pouvais voir sa mâchoire se serrer de plus en plus chaque fois qu'elle le faisait. Isabelle a demandé à Laurent de décrire un conflit récent entre nous. Il a dit que j'étais soudainement devenu déraisonnable après des années de mariage paisible. Il a dit que nous avions toujours eu une bonne relation jusqu'à ce que je décide d'annuler ses projets d'anniversaire sans avertissement. Il a fait passer ça comme si je m'étais réveillé un jour et avais décidé au hasard de gâcher son anniversaire pour le plaisir. Je l'ai interrompu et j'ai dit que ce n'était pas du tout exact. J'ai sorti mon journal et j'ai commencé à lire des entrées des 9 dernières années. Le 40e anniversaire de Laurent quand il est allé jouer au golf et est rentré en demandant pourquoi le dîner n'était pas prêt. Mon 38e anniversaire quand il m'a dit que mon cadeau était d'être marié avec lui. Mon 36e anniversaire quand il a dit que les anniversaires étaient pour les enfants. Isabelle a écouté chaque mot et a pris des notes. Quand j'ai fini de lire,
elle a demandé si elle pouvait voir le journal lors de notre prochaine session. Laurent avait l'air d'avoir été giflé. Le trajet du retour a été horrible. Laurent serrait le volant si fort que ses articulations étaient blanches. Il a dit que je l'avais fait mal paraître en apportant le journal et en lui tendant une embuscade avec des détails. Je lui ai dit que ces détails étaient notre véritable histoire et que si la vérité le faisait mal paraître, peut-être qu'il devrait examiner son comportement au lieu de me blâmer de l'avoir documenté. Il a dit que je déformais tout pour le faire passer pour un méchant. Je lui ai demandé quelle partie j'avais déformée. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, Laurent m'a accusé de monter la conseillère contre lui. Il a dit qu'Isabelle avait clairement un parti pris pour les femmes et n'écoutait que mon côté. Je lui ai rappelé qu'il avait choisi Isabelle sans me consulter. J'ai dit qu'il ne pouvait pas prétendre qu'il y avait un parti pris juste parce qu'elle n'était pas automatiquement d'accord avec lui. Il a dit que ce n'était pas la question et que je passais à côté de ce qu'il essayait de dire. J'ai demandé ce qu'il essayait de dire. Il est parti travailler sans répondre. Les jours suivants ont donné l'impression de vivre avec un étranger qui changeait constamment de personnalité. Laurent me traitait par le silence pendant des heures, passant devant moi sans me regarder dans les yeux. Puis il essayait soudainement d'être excessivement gentil d'une manière qui semblait fausse et calculée. Il a rapporté des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré le mardi et les a posés sur le comptoir avec ce regard plein d'attente sur le visage. Je l'ai remercié pour la nourriture et j'ai commencé à manger. Il continuait de me regarder comme s'il attendait quelque chose. Finalement, il a demandé si j'aimais ça. J'ai dit, oui, c'était bon. Il a eu l'air confus et un peu blessé que je ne traite pas son geste comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. J'ai réalisé qu'il pensait que rapporter un sac de plats à emporter réparait 9 ans de rejet de mes sentiments. Mon téléphone a sonné vendredi soir pendant que je pliais le linge. L'identification de l'appelant indiquait ma sœur Sandrine. J'ai failli ne pas répondre parce que je n'étais pas encore prête à tout expliquer, mais je savais qu'elle continuerait d'appeler. J'ai décroché et elle a immédiatement demandé ce qui se passait avec Laurent. Elle a dit qu'elle avait vu les posts Facebook vagues de Pauline sur la loyauté familiale et avait entendu par le téléphone arabe familial que Laurent et moi avions des problèmes. Je me suis assise sur le lit et je lui ai tout raconté, les 9 ans d'anniversaires ignorés, le journal, la fête, les séances de thérapie, tout. Quand j'ai fini, Sandrine est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit qu'elle attendait depuis des années que je lui tienne tête. Je ne m'attendais pas à ce que Sandrine dise ça. Elle m'a dit qu'elle avait regardé Laurent me traiter comme si je ne comptais pas pendant des années et s'était sentie coupable de rester silencieuse. Elle a dit que notre mère l'avait remarqué aussi. Et même notre cousin l'avait mentionné à Noël il y a 2 ans quand Laurent avait passé tout le dîner à parler de sa promotion tout en me coupant la parole chaque fois que j'essayais de partager des nouvelles de mon propre travail. Sandrine a dit qu'ils avaient tous convenu que ce n'était pas à eux d'interférer dans mon mariage. Mais maintenant, elle souhaitait que quelqu'un ait parlé plus tôt. Elle s'est excusée 3 fois et a dit qu'elle soutiendrait quoi que je décide de faire ensuite. Que cela signifie rester avec Laurent ou le quitter. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le lit pendant un long moment à fixer le mur. Je me sentais validée, mais aussi en colère que tout le monde ait vu ce qui se passait et que personne n'ait rien dit jusqu'à ce que je fasse une scène en annulant l'anniversaire de Laurent. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable pendant que Laurent était sous la douche et j'ai commencé à chercher des informations sur le fait de vivre seul. J'ai consulté les annonces de location dans ma région et calculé ce que je pouvais me permettre avec mon seul salaire. Le chiffre m'a surprise. Je gagnais assez pour louer un 2 pièces décent et avoir encore de l'argent pour les courses et les factures. Mon compte d'épargne secret avait atteint près de 3 700 €, assez pour un dépôt de garantie et le premier mois de loyer avec une marge de sécurité. J'ai ouvert un tableur et commencé à lister toutes nos dépenses communes, déterminant celles que je devrais couvrir seul et celles qui disparaîtraient si je partais. Le calcul fonctionnait. Je pouvais réellement le faire si j'en avais besoin. Cette réalisation semblait terrifiante et excitante en même temps, comme se tenir au bord de quelque chose d'immense et d'inconnu. J'ai entendu la douche s'arrêter et j'ai rapidement fermé tous les onglets de mon ordinateur portable, mon cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait dû. Laurent est entré dans la chambre enveloppé dans une serviette, ses cheveux dégoulinant encore. Il a jeté un coup d'œil à mon écran et a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai dit que c'était juste des trucs de travail et j'ai complètement fermé l'ordinateur, me sentant coupable de mentir, mais aussi protectrice des informations que je venais de rassembler, comme si je devais les garder en sécurité jusqu'à ce que je sache quoi en faire. Notre deuxième séance de thérapie a eu lieu 3 jours plus tard.
Isabelle avait mon journal posé sur la table d'appoint quand nous sommes entrés. Elle a dit qu'elle avait lu les 9 années d'entrée et voulait en discuter avec nous deux. Laurent a bougé sur son siège et a croisé les bras. Isabelle a ouvert le journal à une page qu'elle avait marquée et a demandé à Laurent comment il pensait que son comportement au cours de ces 9 années m'avait affecté. Il est resté silencieux pendant ce qui a semblé une éternité, puis a dit qu'il ne voulait pas blesser mes sentiments. Isabelle a attendu qu'il en dise plus, mais il est juste resté assis là, l'air mal à l'aise. Elle lui a demandé d'être plus précis sur ce qu'il comprenait de l'impact de ses actions. Laurent a dit qu'il supposait que je me sentais ignoré lors de mes anniversaires, mais il n'avait jamais pensé que c'était important parce que nous étions tous les deux adultes. Isabelle a écrit quelque chose et a demandé si c'était tout ce qu'il avait à dire après avoir lu 9 ans de blessures documentées. Laurent a dit qu'il n'était pas doué avec les sentiments et ne savait pas ce qu'elle voulait qu'il dise d'autre. Isabelle a posé le journal et a introduit un nouveau sujet appelé la charge émotionnelle, Emotional Labor. Elle a demandé à Laurent de décrire tout ce que je faisais pour rendre son anniversaire spécial. Il s'est redressé un peu et a commencé à énumérer des choses. Les réservations de restaurants, l'achat de cadeaux, la planification de la fête, la coordination avec ses amis et sa famille, les gâteaux personnalisés, l'emballage parfait, les éléments surprises. Il a parlé pendant près de 5 minutes de tout le travail que je fournissais, et je pouvais voir qu'il était fier de la façon dont je l'avais toujours célébré. Puis Isabelle a demandé ce qu'il faisait pour mes anniversaires. Laurent a ouvert la bouche puis l'a refermée. Il a dit qu'il disait généralement « joyeux anniversaire ». Isabelle a demandé « quoi d'autre ?» Laurent a regardé le sol et a admis qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Elle a laissé cela reposer dans le silence entre nous pendant 1 minute entière avant de passer à autre chose. La séance s'est terminée avec Isabelle donnant des devoirs à Laurent. Elle lui a demandé d'écrire tout ce qu'il appréciait chez moi et tout ce qu'il apportait à notre relation au-delà de son salaire. Laurent a pris le papier qu'elle lui tendait et a hoché la tête. Sur le trajet du retour, il s'est plaint que la thérapie était censée nous aider à mieux nous entendre, pas à le faire se sentir plus mal à propos de lui-même. Je n'ai pas répondu. Quand nous sommes rentrés, il est allé directement dans son bureau et a fermé la porte. J'ai préparé le dîner seul et j'ai mangé seul pendant qu'il restait là-dedans à travailler sur quelque chose. La semaine suivante est passée. La feuille de devoir de Laurent est restée vierge sur son bureau. Je l'ai vue là quand je suis passé devant son bureau, juste posé sous une tasse de café avec rien d'écrit dessus. Notre 3e séance de thérapie est arrivée et Isabelle a demandé à Laurent de partager ce qu'il avait écrit. Il a dit qu'il avait été trop occupé par des projets de travail pour finir le devoir. Isabelle l'a regardé pendant un long moment puis a demandé s'il avait eu du temps libre cette semaine-là. Laurent a dit, pas vraiment. Tout a été fou au bureau. Isabelle a sorti son téléphone et lui a montré quelque chose. Elle m'avait demandé plus tôt dans la semaine de suivre l'emploi du temps de Laurent, et je lui avais envoyé une liste de ses activités. Elle l'a lu à haute voix. Golf le mardi après-midi, golf encore le jeudi matin, soirée poker le vendredi, football le dimanche. Isabelle a demandé à Laurent d'examiner ses priorités et d'expliquer comment il avait trouvé du temps pour 4 activités de loisirs, mais ne pouvait pas trouver 30 minutes pour faire un devoir qui pourrait sauver son mariage. Le visage de Laurent est devenu rouge. Il a dit que ces activités l'aidaient à se détendre et à gérer le stress du travail. Isabelle a demandé si son mariage était moins important que le golf. Laurent a dit que ce n'était pas juste et qu'elle déformait ses propos. Elle lui a demandé d'expliquer ce qu'il voulait dire alors. Laurent a haussé le ton et a dit qu'il en avait marre d'être traité comme le méchant à chaque séance alors qu'il avait été un bon mari pendant 9 ans. Il a dit qu'il subvenait aux besoins de notre foyer. Il n'a jamais trompé. Il ne m'a jamais frappé. Et il venait à la thérapie même s'il ne pensait pas que nous en avions besoin. Isabelle est restée calme et a dit que c'était des attentes de base pour tout partenaire, pas des accomplissements spéciaux qui méritaient du crédit. Elle a dit que ne pas être abusif n'était pas quelque chose pour lequel il devrait attendre des louanges parce que c'était le strict minimum de la décence humaine. Laurent avait l'air d'avoir été giflé. Je pouvais le voir essayer de trouver une réplique, mais rien ne sortait. Puis j'ai pris la parole pour la première fois de cette séance. J'ai dit que j'étais fatigué d'être reconnaissante pour le strict minimum alors que Laurent s'attendait à une célébration constante et à une reconnaissance pour chaque petite chose qu'il faisait. J'ai dit que j'avais passé 9 ans à le faire se sentir spécial et important alors qu'il me faisait me sentir invisible et indigne du même effort. Je lui ai dit clairement que je méritais la même considération et le même effort que je lui avais donné toutes ces années. Et s'il ne pouvait pas comprendre ça,
alors peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit ce que j'avais à dire et puis j'ai arrêté de parler. Laurent est resté silencieux après ça. Il n'a pas argumenté ni ne s'est défendu. Il est resté assis là à fixer ses mains. La séance s'est terminée et nous sommes rentrés à la maison dans un silence complet. Quand nous sommes arrivés à la maison, Laurent est allé directement au garage au lieu de rentrer à l'intérieur. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu une autre voiture arriver et j'ai vu Stéphane en sortir. Il est entré dans le garage et la porte s'est refermée derrière lui. Je pouvais entendre leur voix à travers le mur, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Ils sont restés là-bas pendant plus de 2 heures. Je me demandais quelle version de notre histoire Laurent racontait à son ami, s'il se peignait en victime ou s'il était réellement honnête sur son comportement. J'ai préparé le dîner et j'ai mangé seul à nouveau, puis je suis monté lire. La porte du garage s'est finalement ouverte vers 21 heures, et j'ai entendu la voiture de Stéphane partir. Laurent est rentré à l'intérieur et est allé directement se coucher sans rien me dire. Il avait l'air secoué d'une manière que je n'avais pas vue auparavant, comme si quelque chose que Stéphane avait dit l'avait atteint d'une manière qu'Isabelle et moi ne pouvions pas. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer et des pas revenir vers la maison. Stéphane est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine où j'étais assise avec mon livre. Il avait l'air mal à l'aise mais déterminé, comme s'il avait pris sa décision sur quelque chose de difficile. Il a demandé si nous pouvions parler 1 minute avant qu'il ne parte. J'ai hoché la tête et posé mon livre, m'attendant à ce qu'il trouve des excuses pour Laurent ou essaie d'apaiser les choses comme le font généralement les amis. Au lieu de cela, il s'est assis en face de moi et a dit que Laurent lui avait tout raconté, y compris les entrées du journal que j'avais tenu pendant 9 ans. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que Laurent ignorait mes anniversaires tout en s'attendant à ce que je fasse des siens des événements majeurs. La voix de Stéphane était stable et sérieuse quand il m'a dit qu'il avait traité Laurent de connard égoïste qui avait besoin de grandir. Je l'ai juste fixé, complètement prise au dépourvu par son honnêteté. J'avais supposé qu'il prendrait automatiquement le parti de Laurent parce que c'est ce que font les amis, surtout les amis hommes qui se serrent les coudes quoi qu'il arrive. Stéphane a dû voir ma surprise car il a continué à parler. Il a expliqué que sa propre femme l'avait remis dans le droit chemin des années auparavant au sujet d'un comportement similaire, à l'époque où il pensait que fournir de l'argent signifiait qu'il n'avait pas besoin de faire d'efforts émotionnels. Il a dit qu'elle avait menacé de le quitter s'il ne commençait pas à la traiter comme une partenaire égale au lieu de quelqu'un qui devrait être reconnaissant pour son salaire. Stéphane m'a regardé dans les yeux et a dit qu'il était reconnaissant qu'elle ait été dure avec lui avant qu'il ne détruise leur mariage comme Laurent détruisait le nôtre. Il m'a dit que je faisais la bonne chose en me défendant et que Laurent avait besoin d'entendre des vérités difficiles de la part de plusieurs personnes, pas seulement de moi. Je l'ai remercié doucement, digérant encore le fait que le meilleur ami de Laurent depuis l'université venait de valider tout ce que je ressentais. Stéphane s'est levé pour partir et s'est arrêté à la porte. Il a dit que Laurent avait de la chance de m'avoir et qu'il devait comprendre ça avant qu'il ne soit trop tard. Puis il est parti et je suis restée assise là dans la cuisine, me sentant moins seule que je ne l'avais été depuis des mois. Environ 10 minutes plus tard, la porte du garage s'est ouverte et Laurent est entré. Son visage semblait différent, un peu secoué et pâle d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Il a marché lentement dans la cuisine et s'est appuyé contre le comptoir au lieu de s'asseoir. Laurent a admis que Stéphane n'y était pas allé de main morte pour dénoncer son comportement, que son ami avait été brutalement honnête sur la façon dont il me traitait mal. Il a dit que peut-être qu'il avait besoin d'entendre ces choses de ses amis et pas seulement de moi et d'Isabelle, la conseillère qu'il continuait d'essayer de rejeter comme étant biaisée. La voix de Laurent était calme et il ne me regardait pas dans les yeux, fixant juste le carrelage du sol. Il semblait sincèrement ébranlé par tout ce que Stéphane lui avait dit pendant ces 2 heures dans le garage. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu de voir s'il ferait réellement quelque chose de différent ou si c'était un autre moment temporaire de prise de conscience qui s'estomperait demain. Il a demandé si je voulais quelque chose et j'ai dit non. Laurent a hoché la tête et est monté sans sa routine habituelle de vérifier son téléphone ou d'allumer la télé. Je suis resté dans la cuisine à penser à quel point il était étrange de le voir réellement affecté par la critique de quelqu'un d'autre que moi. La semaine suivante a apporté de petits changements qui semblaient bizarres et inconfortables. Laurent a commencé à demander comment s'était passée ma journée quand il rentrait du travail et au lieu d'écouter d'une oreille distraite tout en faisant défiler son téléphone, il me regardait réellement et semblait prêter attention à mes réponses. Il a proposé de préparer le dîner 2 fois sans que je le demande ou fasse des allusions. Il s'est souvenu que j'avais un rendez-vous chez le dentiste et a demandé comment ça s'était passé quand je suis rentré. Les efforts semblaient raides et peu naturels,
comme s'il suivait un script ou cochait des éléments sur une liste de choses que les bons maris devraient faire. Je pouvais voir qu'il essayait, mais ça ne semblait pas encore authentique, plus comme quelqu'un qui exécute des actions dont on lui a dit qu'elles étaient importantes sans vraiment comprendre pourquoi. Pourtant, j'ai reconnu ses tentatives parce que c'était plus que ce qu'il avait fait depuis des années. Quand il a posé des questions sur mon projet au travail, je lui ai donné de vrais détails au lieu du bref résumé habituel que j'avais appris à fournir. Quand il a fait des spaghettis pour le dîner, je l'ai remercié et j'ai dit que c'était bon, même si la sauce était aqueuse. Ces minuscules interactions donnaient l'impression que nous apprenions une nouvelle langue ensemble, trébuchant sur les mots et la grammaire, mais faisant au moins l'effort de communiquer. Une partie de moi restait sur ses gardes, attendant qu'il se fatigue d'essayer et retombe dans ses vieilles habitudes. Une partie de moi se sentait prudemment optimiste que peut-être cela pourrait réellement mener quelque part de différent. Mon anniversaire a commencé à s'insinuer dans ma conscience comme une tempête en approche. La date était là sur le calendrier, se rapprochant chaque jour, et la tension dans la maison s'épaississait avec toutes les choses que nous ne disions pas à voix haute. Laurent savait que c'était un test. Je savais que c'était un test. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre avec précaution, trop polis d'une manière qui semblait épuisante. Il me jetait parfois un coup d'œil avec cette expression nerveuse comme s'il essayait de lire dans mes pensées et de comprendre ce que j'attendais. Je me surprenais à faire la même chose, me demandant s'il s'en souviendrait vraiment cette année ou si la semaine passée de petits efforts s'évaporerait au moment crucial. La pression non dite rendait tout lourd et étrange. Nous avions des conversations normales sur les courses ou s'il fallait appeler le plombier pour l'évier de la salle de bain, mais sous chaque interaction, il y avait cette conscience que quelque chose d'important arrivait. Laurent semblait nerveux et distrait, vérifiant son téléphone plus que d'habitude, mais d'une manière différente d'avant, comme s'il cherchait des informations au lieu de simplement faire défiler machinalement. J'essayais de me concentrer sur le travail et ma routine normale, mais la date qui approchait continuait d'attirer mon attention. 9 ans de rien m'avaient appris à ne pas espérer, mais la semaine passée de changement rendait impossible de ne pas se demander si cette fois pourrait être réellement différente. 3 jours avant mon anniversaire, Laurent m'a trouvé dans le salon en train de plier du linge. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte l'air nerveux, passant son poids d'un pied sur l'autre. Puis il a demandé directement ce que je voulais faire pour fêter mon anniversaire. La question m'a frappé comme de l'eau froide. Après 9 ans de silence et de rejet, je ne savais pas comment répondre à une question aussi directe et normale. Mon cerveau a semblé se figer, incapable de former une réponse. J'avais passé tellement de temps à m'entraîner à ne rien attendre, à ne même pas penser à ce que je pourrais vouloir, que face à la vraie question, je n'avais rien de prêt. Laurent a attendu pendant que je restais là à tenir une serviette, ma bouche s'ouvrant et se fermant sans que les mots ne sortent. Je pouvais voir la blessure passer sur son visage comme si mon incapacité à répondre immédiatement était un rejet. Il a demandé si j'allais bien, et j'ai réussi à dire que j'avais besoin d'y réfléchir. Les épaules de Laurent sont tombées, et il a hoché la tête lentement avant de quitter la pièce. J'ai fini de plier le linge en silence, agacé contre moi-même de ne pas avoir été capable de simplement dire quelque chose de simple comme un dîner ou un film. Mais la vérité était que je ne savais sincèrement pas ce que je voulais parce que j'avais arrêté de m'autoriser à vouloir quoi que ce soit il y a des années. Lors de notre séance de thérapie suivante, j'ai raconté à Isabelle la question de Laurent et ma réponse figée. Elle a écouté attentivement et a ensuite expliqué que je me protégeais de la déception, ce qui était tout à fait logique après des années à avoir été laissé pour compte. Isabelle a dit que ma réaction était totalement normale et raisonnable étant donné mon histoire. Elle a demandé ce qu'il serait sûr de demander, quelque chose qui ne me dévasterait pas si Laurent gâchait tout. J'y ai réfléchi pendant la séance pendant que Laurent était assis tranquillement à côté de moi, sans m'interrompre ni se défendre pour une fois. Isabelle a suggéré de commencer petit avec quelque chose de spécifique et de gérable, une demande claire que Laurent pourrait soit satisfaire, soit ne pas satisfaire sans ambiguïté. L'idée de me rendre vulnérable à nouveau en exprimant ce que je voulais semblait effrayante, mais je savais aussi que si je ne demandais jamais rien, rien ne changerait jamais. À la fin de la séance, j'ai décidé ce qui semblait gérable comme première étape. Isabelle a semblé satisfaite et a dit à Laurent que c'était son opportunité de montrer par des actions au lieu de simples mots qu'il changeait réellement. Laurent a hoché la tête sérieusement et a dit qu'il comprenait. Ce soir-là après le dîner, j'ai dit à Laurent ce que je voulais. J'ai dit que je voulais un bon dîner dans un restaurant que je choisirais et que je voulais qu'il planifie et arrange tout sans que j'aie à fournir des instructions détaillées ou des rappels. J'ai expliqué que cela semblait être un test raisonnable pour voir s'il pouvait faire un réel effort sans que je fasse tout le travail émotionnel de gestion du processus.
Laurent a écouté sans interrompre et quand j'ai fini, il a dit d'accord. Il avait l'air nerveux mais aussi déterminé comme s'il reconnaissait à quel point c'était important. Je lui ai donné le nom d'un restaurant dont j'avais mentionné adorer plusieurs mois auparavant, curieuse de savoir s'il se souviendrait que j'en avais parlé ou s'il aurait besoin que j'explique pourquoi j'avais choisi cet endroit. Laurent a noté le nom sur son téléphone et a dit qu'il s'occuperait de tout. La conversation semblait formelle et légèrement maladroite, comme si nous négocions un accord commercial au lieu de planifier une fête d'anniversaire. Mais au moins nous communiquions clairement sur les attentes au lieu que j'espère qu'il devine magiquement ce dont j'avais besoin. Au cours des 2 jours suivants, j'ai surpris Laurent en train de rechercher des restaurants sur son téléphone à plusieurs reprises. Il était assis sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert, faisant défiler les avis et les menus avec une expression concentrée. Je l'ai vu prendre des notes dans un petit carnet qu'il n'utilisait généralement que pour des projets de travail. Chaque instinct de mon corps voulait l'aider, offrir des suggestions ou vérifier s'il avait besoin de quelque chose. J'avais passé tellement d'années à gérer chaque détail de nos vies que le regarder lutter semblait inconfortable et faux. Mais je me suis forcé à rester silencieuse et à le laisser se débrouiller seul. C'était tout le but du test, voir s'il pouvait réellement gérer la planification de quelque chose sans que je fasse la moitié du travail. Quand il m'a demandé une fois si j'avais des allergies alimentaires qu'il avait oubliées, je lui ai juste rappelé que je suis allergique aux fruits de mer comme je l'ai été pendant tout notre mariage. Il a hoché la tête et a noté ça aussi. Le regarder faire des efforts invisibles créait ce mélange bizarre de sentiments dans ma poitrine. Quelque chose entre l'espoir et la peur que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le matin de mon anniversaire est arrivé et je me suis réveillé avec l'odeur du café. Laurent se tenait à côté du lit tenant une tasse et une carte dans ses mains. Il avait l'air nerveux et presque timide, complètement différent de sa rudesse matinale habituelle. Je me suis assise et il m'a d'abord tendu le café, fait exactement comme je l'aime avec de la crème et un sucre. Puis il m'a donné la carte qui avait des fleurs sur le devant et donné l'impression qu'il avait passé du temps réel à la choisir au lieu de prendre la première qu'il voyait. Je l'ai ouverte et le message imprimé à l'intérieur était des vœux d'anniversaire génériques. Mais en dessous, Laurent avait écrit plusieurs lignes de sa propre écriture. La note reconnaissait les 9 années qu'il avait manquées et ignorées, admettant qu'il avait été égoïste et avait eu tort. Il a écrit qu'il était désolé et voulait faire mieux, qu'il commençait à comprendre à quel point il m'avait prise pour acquise. L'écriture était désordonnée et certains mots étaient raturés là où il avait changé d'avis sur ce qu'il fallait dire. Lire ces mots m'a serré la gorge et m'a brûlé les yeux de larmes que je n'étais pas prête à laisser couler. J'ai levé les yeux vers Laurent et il observait mon visage anxieusement en attendant ma réaction. Je lui ai dit merci, ma voix sortant plus rauque que prévu. Il a souri légèrement et a dit que la réservation était à 19h et que je devrais porter ce que je voulais parce que ce soir était complètement à propos de moi. J'ai passé le reste de la matinée dans un état étrange entre espoir et peur. Laurent est parti travailler tôt, m'embrassant le front avant de partir, ce qui ressemblait à quelque chose d'il y a des années avant que tout ne devienne routine et ressentiment. Je me suis préparé lentement, essayant 3 tenues différentes avant de me décider pour une robe simple que j'avais achetée il y a des mois mais jamais portée. L'effort semblait important d'une certaine manière, comme si je rencontrais quelqu'un de nouveau au lieu de dîner avec mon mari. Le travail est passé dans un flou de mets et de réunions où je contribuais juste assez pour sembler présente alors que mon esprit revenait sans cesse à ce soir. Nathalie s'est arrêtée à mon bureau pendant le déjeuner et a demandé si je me sentais bien parce que je semblais distraite. Je lui ai dit que c'était mon anniversaire et que Laurent m'emmenait dîner. Elle a haussé les sourcils et a demandé si c'était le même Laurent qui avait ignoré mon anniversaire pendant 9 ans. J'ai dit oui et qu'il semblait essayer de changer les choses. Elle a pressé mon épaule et m'a dit d'en profiter mais de garder les yeux ouverts. Le restaurant que Laurent a choisi était en fait l'endroit que j'avais mentionné en mars quand ma collègue avait apporté des restes qui sentaient divinement bon. J'avais commenté que je voulais l'essayer un jour, juste une remarque décontractée pendant la pause déjeuner que je ne pensais pas que quiconque écoutait. Laurent avait dû l'écrire ou l'enregistrer dans son téléphone d'une manière ou d'une autre. Cette réalisation m'a frappé pendant que je finissais un rapport et j'ai dû arrêter de taper parce que mes mains tremblaient légèrement. Il avait réellement prêté attention à quelque chose que j'avais dit au lieu d'attendre que j'organise tout. Quand je suis rentré à 17h30, Laurent était déjà là, ce qui n'arrivait jamais les jours de semaine. Il s'était changé en pantalon habillé et une chemise boutonnée, pas les trucs de créateur coûteux qu'il portait habituellement pour ses propres célébrations, juste propre et présentable. Il a demandé si j'avais besoin de temps pour me préparer, et j'ai dit que je serais rapide. Dans la chambre, j'ai retouché mon maquillage et mis la robe,
m'étudiant dans le miroir et essayant de me rappeler la dernière fois que Laurent et moi avions eu un vrai rendez-vous. Peut-être il y a 3 ans pour notre anniversaire de mariage, et même alors, il avait passé la moitié du dîner sur son téléphone, à répondre à des emails professionnels. Je suis descendu et Laurent a levé les yeux de son téléphone où il vérifiait l'heure de la réservation. Il m'a dit que j'étais belle et le compliment semblait sincère au lieu d'être automatique. Nous avons conduit jusqu'au restaurant dans sa voiture avec la radio jouant doucement entre nous. Le silence semblait lourd mais pas hostile, plus comme si nous étions tous les deux nerveux à propos de ce que cette soirée signifiait. Laurent s'est garé et a fait le tour pour m'ouvrir la porte, ce qui m'a assez surprise pour que je le fixe juste une seconde avant de sortir. À l'intérieur du restaurant, l'hôte a vérifié la réservation de Laurent et nous a conduits à une table près de la fenêtre. L'endroit était plus agréable que je ne l'avais prévu avec un éclairage doux et de vraies nappes au lieu de papier. Laurent a tiré ma chaise avant de s'asseoir en face de moi. Nous avons regardé les menus et je pouvais sentir qu'il m'observait, essayant probablement de jauger ma réaction à tout. Le serveur est venu et Laurent a commandé du vin sans me demander ce que je voulais d'abord, puis s'est repris et a demandé si ça allait. J'ai dit que c'était bien et il a semblé soulagé. Nous avons fait la conversation sur le travail et la météo, évitant tous les deux la plus grande conversation planant entre nous. Quand notre nourriture est arrivée, Laurent a posé des questions sur un projet que j'avais mentionné il y a des semaines, et j'ai réalisé qu'il s'était réellement souvenu de détails que je lui avais dit. Cela a continué tout au long du dîner, lui faisant référence à des choses que j'avais dites en passant, démontrant qu'il avait écouté même quand je pensais qu'il était déconnecté. La soirée semblait étrange et légèrement inconfortable, comme si nous apprenions à nous parler à nouveau après des années à simplement exister dans la même maison. Après avoir fini de manger, Laurent a sorti une boîte emballée dessous sa chaise. L'emballage était désordonné et clairement fait par lui, pas par un employé de magasin, ce qui d'une certaine manière le rendait plus significatif. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai trouvé un ensemble de fournitures d'art professionnel, des aquarelles et des pinceaux, et du papier épais conçu pour la peinture. Je l'ai regardé confuse parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais demandé ou attendu. Laurent a expliqué que j'avais mentionné il y a des mois vouloir essayer la peinture, juste un commentaire au hasard pendant que nous regardions une émission de rénovation. Il a dit qu'il avait recherché ce dont les débutants avaient besoin et choisi des fournitures qui seraient bonnes pour apprendre. J'ai touché les pinceaux et senti des larmes me brûler les yeux parce que ce cadeau montrait qu'il avait écouté quelque chose qui m'intéressait au lieu d'acheter ce qu'il pensait que je devrais vouloir. Je l'ai remercié et ma voix est sortie plus rauque que je ne le voulais. Laurent a tendu la main à travers la table et a pris la mienne, disant qu'il savait qu'un bon anniversaire ne réparait pas 9 ans d'égoïsme et d'erreur. Il a dit qu'il comprenait si je ne faisais pas encore confiance à cela, et qu'il avait beaucoup de travail à faire pour prouver qu'il changeait réellement. J'ai serré sa main et lui ai dit que cet anniversaire semblait différent, vraiment différent, mais que j'avais besoin de voir un effort constant dans le temps, pas juste un jour agréable. Laurent a hoché la tête et a dit qu'il reconstruisait la confiance qu'il avait détruite par des années de comportement arrogant, et il savait que cela prendrait du temps. Nous sommes restés assis là à nous tenir la main à travers la table pendant que le serveur débarrassait nos assiettes. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que peut-être nous pouvions réellement réparer ce qui était brisé entre nous. Le trajet du retour a été plus calme mais plus confortable. Et quand nous sommes rentrés, Laurent a demandé si je voulais essayer les fournitures d'art. J'ai dit peut-être demain parce que j'étais fatigué du poids émotionnel de la journée. Il m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit à la porte de la chambre, un vrai baiser au lieu du bisou rapide que nous faisions depuis des mois, et m'a souhaité joyeux anniversaire une fois de plus. Je suis resté au lit cette nuit-là en tenant la carte qu'il m'avait donnée ce matin-là, lisant son écriture désordonnée encore et encore, essayant de décider si je croyais que ce changement était réel ou juste une performance temporaire. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné pendant que je faisais du café. Le nom de Chantal est apparu sur l'écran et j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. J'ai décroché et elle a demandé comment s'était passé mon anniversaire, son ton suggérant que Laurent lui avait déjà dit qu'il avait fait un effort. J'ai gardé ma voix neutre et j'ai dit que c'était agréable que Laurent m'ait emmené dîner et m'ait offert un cadeau attentionné. Chantal a émis un son d'approbation et a dit qu'elle était contente que Laurent soit à nouveau un bon mari. La phrase m'a fait serrer la mâchoire parce qu'elle impliquait qu'il avait juste eu un bref passage à vide au lieu de 9 ans d'égoïsme constant. Je lui ai dit que j'appréciais son appel mais que je devais aller travailler. Elle a dit qu'elle espérait que les choses reviendraient à la normale maintenant et j'ai dit que nous travaillions à trouver une nouvelle normalité, pas à revenir à l'ancienne. La distinction a semblé la confondre et elle a mis fin à l'appel rapidement. Je me sentais satisfaite d'avoir maintenu ma limite sans être impoli,
refusant de l'absoudre d'avoir encouragé le comportement de Laurent juste parce qu'il avait réussi un anniversaire décent. Laurent et moi avons une autre séance de thérapie suivante ce jeudi-là. Isabelle a demandé comment s'était passé mon anniversaire, et j'ai décrit le dîner et le cadeau, pendant que Laurent était assis à côté de moi, l'air nerveux. Isabelle a reconnu que Laurent avait fait un effort sincère et que planifier quelque chose d'attentionné était un réel progrès. Puis elle nous a regardés tous les deux sérieusement et a dit qu'un bonjour ne signifiait pas que les problèmes sous-jacents étaient résolus. Elle a expliqué que le vrai changement exigeait un effort soutenu sur des mois, pas des gestes isolés. Quand la pression était là, Isabelle nous a assigné de nouveaux devoirs sur l'identification des croyances et des schémas qui créaient notre dynamique. Elle voulait que nous écrivions séparément sur les messages que nous avions reçus en grandissant sur les rôles de genre et les relations, puis que nous en discutions ensemble. Laurent a bougé inconfortablement sur sa chaise, mais a accepté de faire le devoir. Sur le trajet du retour, il était silencieux, et je pouvais voir qu'il traitait ce qu'Isabelle avait dit sur l'effort soutenu. Ce week-end-là, nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec nos feuilles de devoirs. Laurent avait réellement rempli la sienne, ce qui m'a surprise puisqu'il avait sauté le dernier devoir. Il avait écrit sur sa famille et comment sa mère centrait toujours les besoins de son père, comment les anniversaires et les vacances tournaient autour du fait de rendre les hommes heureux. J'ai lu ses réponses et je l'ai vu lutter avec des concepts qu'il n'avait jamais remis en question auparavant. Quand nous en avons discuté ensemble, Laurent a admis qu'il avait intériorisé des messages sur le fait que les hommes étaient plus importants et méritaient plus d'attention. Il a dit qu'il n'avait jamais réfléchi à savoir si c'était juste ou vrai, il l'avait juste accepté comme normal parce que c'était comme ça que sa famille fonctionnait. Ce moment a semblé significatif. Le regarder réfléchir sincèrement à des croyances qu'il avait tenues toute sa vie. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté et que reconnaître ses schémas était la première étape pour les changer. Laurent a posé des questions sur mes devoirs et j'ai partagé comment j'avais appris à me faire plus petite, à gérer les émotions et les besoins de tout le monde tout en ignorant les miens. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, la plus longue vraie conversation que nous ayons eue depuis des années. La semaine suivante, nous avons commencé à avoir de vraies conversations sur les responsabilités ménagères. Laurent a semblé sincèrement surpris quand j'ai listé tout ce que je faisais qu'il ne remarquait jamais. La charge mentale de suivre les courses, planifier les rendez-vous, se souvenir des anniversaires de sa famille, planifier les repas, gérer notre calendrier social, tout le travail invisible qui maintenait notre vie en bon ordre. Il avait pensé que nous partagions les choses équitablement parce que nous travaillions tous les deux et payions les factures, sans réaliser que je faisais 10 heures supplémentaires de déballage, d'organisation et de planification chaque semaine. Laurent a dit qu'il n'avait jamais vu les choses sous cet angle et a demandé ce qu'il pouvait prendre en charge. Nous avons fait une liste ensemble de tâches spécifiques qu'il gérerait sans qu'on le lui demande ou le lui rappelle. Il ferait les courses en utilisant une liste qu'il tiendrait à jour, planifierait ses propres rendez-vous et s'en souviendrait, et prendrait en charge la planification des anniversaires et des vacances de sa famille. J'étais sceptique quant à savoir s'il tiendrait parole, mais j'appréciais qu'il soit prêt à essayer. 3 semaines après mon anniversaire, Laurent maintenait toujours la plupart de ses nouveaux comportements. Il dérapait occasionnellement, comme oublier d'ajouter quelque chose à la liste de courses ou commencer à m'interrompre avant de se reprendre, mais il faisait des efforts visibles, et je le remarquais essayer sincèrement de se souvenir des choses que je mentionnais et montrer de l'intérêt pour ma vie. Il demandait comment s'était passée ma journée et écoutait réellement ma réponse au lieu d'attendre son tour pour parler. Il vérifiait les plans avant de prendre des engagements qui nous affectaient tous les deux. De petits changements qui s'accumulaient pour donner l'impression qu'il me voyait comme une personne au lieu d'un personnage secondaire dans sa vie. Un après-midi, ma sœur Sandrine est passée prendre un café. Elle avait entendu mes mises à jour sur la thérapie et les efforts de Laurent, mais elle voulait voir par elle-même comment les choses allaient. Nous nous sommes assis dans le salon et Laurent s'est joint à nous, faisant la conversation au lieu de disparaître pour regarder la télé. Sandrine lui a posé des questions sur le travail et il a répondu, puis lui a retourné la question et a écouté sa réponse. Après 1 heure, Sandrine a dit qu'elle devait faire des courses et Laurent l'a raccompagnée à la porte. Quand il est monté pour se changer pour la salle de sport, Sandrine m'a prise à part dans la cuisine. Elle m'a dit doucement qu'elle pouvait voir un réel changement dans la façon dont Laurent me traitait, qu'il était engagé au lieu d'être dédaigneux. Elle m'a averti de me protéger et de rester vigilante, mais a reconnu qu'il semblait faire le travail difficile d'examiner ses croyances arrogantes. Je l'ai remercié d'être honnête et de me soutenir à travers tout ça. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai pensé à tout le chemin parcouru en quelques semaines seulement et à tout le chemin qu'il nous restait à parcourir avant que je puisse pleinement croire que ce changement était permanent.
L'anniversaire de Laurent a commencé à apparaître sur le calendrier, et je le regardais devenir plus silencieux chaque jour où il se rapprochait. Il regardait la date puis me regardait, comme s'il attendait que quelque chose se passe. Je l'ai surpris à vérifier son téléphone plus souvent, faisant défiler de vieilles photos de ses grandes fêtes. Il n'a rien dit sur ce qu'il voulait ni lancer d'allusion sur les cadeaux. Il semblait juste inquiet de ce que je ferais. J'avais déjà décidé des semaines auparavant que je planifierais quelque chose d'agréable mais normal. Pas la production énorme avec 50 personnes et des gâteaux personnalisés, juste un bon dîner dans un restaurant qu'il aimait et un cadeau qui montrait que j'avais prêté attention. Quand le jour est arrivé, j'ai fait des réservations au restaurant italien près de chez nous. Laurent a semblé surpris quand je lui ai dit d'être prêt pour 18 h. Il a demandé si d'autres personnes venaient et j'ai dit « Non, juste nous ». Il a hoché la tête et a dit que cela semblait bien et je pouvais le voir se détendre un peu. Au dîner, Laurent a commandé ses pâtes habituelles et nous avons parlé du travail et de la maison, des trucs normaux. Quand le serveur a apporté un petit gâteau avec une bougie, Laurent a souri et m'a remercié. Après l'avoir soufflé, il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Il a dit qu'il appréciait que je célèbre avec lui et qu'il savait que ses anciennes attentes étaient folles et injustes. Il a dit qu'il apprenait à être heureux avec des gestes au lieu d'exiger des performances. J'ai serré sa main en retour et lui ai dit que je pouvais le voir essayer. Le cadeau que je lui ai offert était un livre sur les voitures de collection dont il avait mentionné avoir envie il y a des mois. Il l'a tenu longtemps et a dit que ça signifiait beaucoup que je m'en sois souvenu. Toute la soirée a semblé différente de tous les anniversaires précédents. Pas de stress, pas de factures énormes, pas l'impression de devoir prouver quelque chose. Juste deux personnes dînant ensemble. Chantal a appelé le lendemain et a demandé comment s'était passé l'anniversaire. J'ai gardé ma réponse courte et j'ai dit que nous avions eu un bon dîner. Elle a fait un commentaire sur le fait que c'était plus petit que d'habitude. Sa voix faisant ce truc où elle ne posait pas tout à fait une question, mais voulait que je m'explique. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Laurent m'a pris le téléphone. Il a dit à sa mère que des célébrations plus simples fonctionnaient mieux pour nous deux et que nous avions décidé ensemble de faire les choses différemment. Chantal est devenue silencieuse à l'autre bout du fil. Laurent a continué de parler, disant qu'il avait passé trop d'années à faire des anniversaires une grosse affaire alors qu'il n'avait pas besoin de l'être. Il a dit qu'il était content de la façon dont les choses s'étaient passées et espérait qu'elle pourrait comprendre. Après avoir raccroché, je l'ai fixé. Il venait de poser une limite avec sa mère concernant notre mariage. Il a défendu notre choix face à elle au lieu de la laisser me faire sentir mal à ce sujet. Laurent a haussé les épaules et a dit qu'il avait réfléchi à ce que la conseillère avait dit sur les schémas familiaux. Il a dit que sa mère lui avait toujours fait sentir que son anniversaire était le jour le plus important de l'année, et qu'il avait porté cela dans notre mariage sans le remettre en question. Maintenant, il le remettait en question. Pauline a posté à propos de l'anniversaire de Laurent sur les réseaux sociaux, mais c'était juste un message normal lui souhaitant une bonne année. Pas de long paragraphe sur à quel point il était incroyable ou de photos d'enfance ou de blagues privées, juste un post d'anniversaire régulier comme les gens écrivent pour des amis. Je l'ai fait défiler 2 fois, surprise de voir à quel point cela semblait différent de son style habituel. Quand j'ai interrogé Laurent à ce sujet plus tard ce soir-là, il a admis qu'il avait parlé à sa sœur quelques semaines auparavant. Il lui a dit que la façon dont elle me traitait par rapport à la façon dont elle le traitait n'était pas juste, et il lui avait demandé de nous montrer à tous les deux le même respect. Pauline s'était apparemment mise sur la défensive au début, disant qu'elle ne réalisait pas qu'elle faisait quelque chose de mal. Laurent a dit qu'il lui avait donné des exemples précis de fois où elle avait ignoré mon anniversaire tout en faisant toute une histoire du sien. Elle s'était excusée et avait dit qu'elle essaierait de faire mieux. J'ai demandé à Laurent ce qui l'avait poussé à avoir cette conversation, et il a dit qu'il remarquait des schémas qu'il n'avait jamais vus auparavant. Toutes les petites façons dont sa famille l'avait toujours centré et m'avait traité comme si j'étais juste là pour le soutenir. Il a dit qu'une fois qu'il a commencé à le voir, il ne pouvait plus ne pas le voir. Notre séance de thérapie suivante avec Isabelle a semblé différente, elle aussi. Elle nous a demandé à tous les deux comment nous nous en étions sortis avec les exercices de communication qu'elle avait assignés, et Laurent les avait réellement fait cette fois. Il avait écrit des choses spécifiques qu'il appréciait chez moi et des façons dont il voulait contribuer davantage à notre relation. Isabelle a read through his note and nodded. Elle a dit qu'elle pouvait voir de réels progrès dans la façon dont nous nous parlions et comment Laurent prenait la responsabilité de sa part dans nos problèmes. Elle a suggéré que nous commencions à espacer nos séances puisque nous développions des schémas plus sains. Nous pouvions passer à 1 semaine sur 2 au lieu de chaque semaine et ensuite à 1 fois par mois si les choses continuaient de s'améliorer.
Isabelle a clairement indiqué que la partie difficile serait de maintenir ces changements à long terme, pas seulement jusqu'à la fin de la thérapie. Elle a dit que beaucoup de couples faisaient très bien en thérapie et retombaient ensuite dans de vieilles habitudes une fois qu'ils arrêtaient de venir. Laurent a dit qu'il ne voulait pas que cela arrive et j'ai approuvé. Nous avons programmé notre prochain rendez-vous pour dans 2 semaines au lieu d'une. Sur le trajet du retour, Laurent a abordé le sujet des traditions d'anniversaire. Il a dit qu'il avait réfléchi à la façon dont nous pourrions faire les anniversaires à l'avenir d'une manière qui soit agréable pour nous deux. Pas son ancien modèle d'exigences coûteuses et de fêtes énormes, mais pas rien non plus. Nous nous sommes assis dans l'allée après qu'il se soit garé et avons discuté des idées. Laurent a suggéré que nous pourrions chacun choisir une chose que nous voulions vraiment faire, quelque chose qui semblait spécial mais ne nécessitait pas des mois de planification ou des tonnes d'argent. Du temps de qualité ensemble au lieu de performance pour d'autres personnes. J'ai dit que j'aimais cette idée et nous avons commencé à faire une liste sur son téléphone. Des excursions d'une journée dans des endroits où nous n'avions jamais été, essayer de nouveaux restaurants, prendre un cours ensemble, des choses qui concernaient le fait de passer du temps l'un avec l'autre au lieu de frimer ou de garder les apparences. Laurent a enregistré la liste et a dit que nous l'utiliserions pour nos 2 anniversaires à partir de maintenant. Effort égal, pensée égale, célébration égale. Quelques jours plus tard, je payais des factures à la table de la cuisine quand Laurent est entré pour prendre un café. Il a jeté un coup d'œil aux papiers étalés et s'est figé. J'ai levé les yeux et je l'ai vu fixer un relevé bancaire de mon compte séparé, celui que je cachais et utilisais pour ma journée au spa et d'autres choses que je ne voulais pas expliquer. Tout mon corps s'est tendu, attendant qu'il se fâche ou m'accuse de prévoir de partir. Laurent a pris sa tasse de café et a bu une gorgée. Puis il a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de cette sécurité après tout ce qui s'était passé. Il a dit qu'il comprenait, que j'avais besoin de savoir que j'avais des options et que je n'étais pas piégé. Il n'a pas demandé combien il y avait dessus ni ce que je prévoyais d'en faire. Il a juste dit qu'il comprenait et est ressorti de la cuisine. Je suis resté là à fixer le relevé, surprise par sa réaction. L'ancien Laurent aurait explosé à propos de secrets et de confiance. Ce Laurent semblait comprendre que la confiance devait être reconstruite lentement, et que cela signifiait accepter que je n'étais pas encore prête à me sentir complètement en sécurité. Notre anniversaire de mariage est arrivé quelques semaines plus tard. Nous l'avions à peine reconnu ces dernières années. Tous les deux trop fatigués et pleins de ressentiment pour faire semblant d'être heureux. Cette année semblait différente. Laurent a suggéré que nous sortions dîner quelque part de sympa mais pas excessif. Nous avons fini dans un steakhouse du centre-ville assis l'un en face de l'autre dans une banquette. Laurent a commandé du vin et nous avons porté un toast à notre anniversaire. Il a dit quelque chose qui m'a surprise. Il a dit que nous avions failli détruire notre mariage et que c'était principalement de sa faute. Il a dit qu'il avait été trop arrogant et égoïste pour voir ma valeur et qu'il avait failli me perdre à cause de ça. Je lui ai dit que j'avais été proche de partir, que j'avais regardé ce que le divorce coûterait et à quoi ma vie ressemblerait seule. Laurent a dit qu'il était content que je sois resté assez longtemps pour lui donner une chance de changer. Nous avons parlé de tout le chemin parcouru et de combien de travail cela avait demandé. La conversation semblait réelle et honnête sans qu'aucun de nous n'essaie de se faire paraître meilleur ou d'éviter les vérités difficiles. Quand nous sommes rentrés, Laurent m'a serré contre lui et a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». J'ai dit « Merci d'être enfin présent ». 6 mois s'étaient écoulés depuis l'anniversaire qui avait tout changé. Une demi-année où Laurent faisait le travail, où j'apprenais lentement à faire confiance à nouveau, où nous découvrions tous les deux comment être de vrais partenaires. Notre relation semblait complètement différente maintenant, plus équilibrée, plus égale, plus comme si nous étions dans la même équipe. Laurent maintenait ses efforts sans que j'aie à le lui rappeler ou à le gérer. Il faisait les courses chaque semaine, se souvenait des anniversaires de sa propre famille et me demandait comment s'était passée ma journée comme s'il se souciait réellement de la réponse. J'avais arrêté de tenir les comptes dans ma tête, arrêté d'accumuler du ressentiment à propos du travail invisible. Quand quelque chose me dérangeait, je le disais à voix haute au lieu de l'écrire dans mon journal. Nous avions encore de mauvais jours où les vieux schémas essayaient de revenir, mais nous les attrapions plus vite maintenant. Laurent commençait à m'interrompre puis s'arrêtait. Je commençais à prendre en charge une tâche qu'il avait accepté de gérer puis je reculais. Nous apprenions tous les deux de nouvelles façons d'être ensemble, et cela donnait l'impression que nous construisions quelque chose de mieux que ce que nous avions avant. Nathalie m'a prise à part au travail un après-midi et a dit que je semblais différente ces derniers temps, plus heureuse, plus confiante, ne portant pas ce poids lourd que j'avais l'habitude d'avoir. Je lui ai dit que les choses allaient sincèrement mieux à la maison,
que Laurent avait fait un travail sérieux sur lui-même et notre mariage. Elle a demandé si j'avais confiance que cela durerait et j'ai dit que j'étais optimiste mais toujours prudente. Je lui ai parlé du maintien de mon compte séparé et de la façon dont Laurent avait vu le relever et l'avait simplement accepté. Nathalie a hoché la tête et a dit que c'était un bon signe, que le vrai changement signifiait respecter mon besoin de sécurité. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour m'être défendu et ne pas avoir accepté moins que ce que je méritais. Je l'ai remercié d'être quelqu'un à qui je pouvais parler de tout, d'avoir validé mes sentiments quand je pensais être folle d'être contrariée. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « C'est à ça que servent les amis ». En retournant à mon bureau, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en 6 mois. Comment j'étais passé d'invisible et prise pour acquise à réellement vue et valorisée. Comment Laurent était passé d'arrogant et inconscient à conscient et essayant. Comment nous avions tous les deux appris que le véritable amour exigeait un effort égal, un respect mutuel et la volonté de changer quand on avait tort. 1 mois plus tard, Laurent est rentré du travail un mercredi et m'a dit de faire un sac pour le week-end. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, confuse, car il n'y avait rien sur le calendrier, et aucun de nous n'avait d'anniversaire ou d'anniversaire de mariage à venir. Il a dit qu'il avait réservé un chalet à 2 heures au nord et voulait passer un peu de temps calme ensemble, juste nous deux. J'ai demandé quelle était l'occasion, et il a dit qu'il n'y en avait pas. Qu'il voulait juste être avec moi loin de la vie régulière et des responsabilités. Le geste m'a prise au dépourvu de la meilleure façon parce qu'il semblait complètement naturel, pas comme s'il cochait une case ou essayait de prouver quelque chose. Nous sommes partis vendredi après-midi et avons passé le week-end à faire de la randonnée, cuisiner des repas simples et parler de choses pour lesquelles nous ne semblions jamais trouver le temps à la maison. Laurent a posé des questions sur mon enfance et a écouté des histoires que j'avais racontées auparavant sans m'interrompre ou changer le sujet pour parler de lui. Nous avons joué aux cartes et regardé de vieux films et n'avons pas vérifié nos téléphones sauf pour prendre quelques photos. Le dimanche matin, Laurent a fait du café et me l'a apporté sur le porche, s'asseyant à côté de moi sans rien dire pendant un moment. Il a fini par dire qu'il était reconnaissant que je lui ai donné la chance de devenir quelqu'un qui méritait d'être marié. Et je lui ai dit que j'étais reconnaissante qu'il ait fait le travail au lieu de juste faire semblant de changer. Le week-end a semblé être la preuve que notre relation avait évolué vers quelque chose de plus équilibré, où chacun de nous considérait le bonheur de l'autre personne sans tenir les comptes ni attendre une reconnaissance constante. 2 semaines après notre retour, Laurent a suggéré un dîner dans un nouvel endroit italien au centre-ville. Nous étions à la moitié de notre repas quand j'ai aperçu Stéphane et sa femme en train d'entrer. Laurent leur a fait signe de venir et les a invités à se joindre à nous, tirant 2 chaises supplémentaires avant que je puisse dire si j'étais à l'aise avec ça. La femme de Stéphane, Cécile, s'est assise à côté de moi et nous avons commencé à parler de travail pendant que les gars prenaient des nouvelles. Après l'arrivée de notre plat principal, Cécile s'est excusée pour aller aux toilettes et m'a fait signe de venir avec elle. Une fois que nous étions seuls, elle a dit que Stéphane lui avait tout raconté sur la situation de l'anniversaire et le journal et à quel point Laurent et moi avions failli mettre fin à notre mariage. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour m'être défendu au lieu de simplement accepter d'être traité comme si je ne comptais pas. Cécile m'a dit que Stéphane était rentré de cette conversation dans le garage avec Laurent et avait admis qu'il avait été coupable d'un comportement similaire au début de leur mariage, la prenant pour acquise tout en s'attendant à ce qu'elle le célèbre. Elle a dit que mon refus de continuer à encourager Laurent avait en fait aidé leur relation aussi, parce que cela avait poussé Stéphane à examiner ses propres schémas. Je l'ai remercié et j'ai dit que j'avais été terrifié de perdre mon mariage, mais plus terrifié de passer le reste de ma vie invisible et pleine de ressentiment. Cécile m'a serré la main et a dit que donner à Laurent la chance de grandir après lui avoir fait face aux conséquences était le bon choix. Et qu'elle pouvait voir combien de travail il avait mis pour changer. Ce soir-là après le dîner, je suis rentré et j'ai sorti mon journal du tiroir où je l'avais gardé pendant des années. J'ai feuilleté des pages de documentation, tous ces enregistrements minutieux d'anniversaires oubliés et de commentaires dédaigneux et d'efforts à sens unique. Le relire maintenant semblait différent parce que ces schémas n'existaient plus. Laurent avait été constant pendant des mois, étant présent et faisant des efforts et me traitant comme une partenaire égale. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de continuer à documenter le mauvais comportement parce qu'il n'y avait plus de mauvais comportement à documenter. Le journal avait servi son but comme preuve quand Laurent essayait de me manipuler en me faisant croire que j'exagérais. Mais maintenant, c'était juste un rappel de là où nous étions. Je ne l'ai pas jeté parce que cette histoire comptait et je ne voulais jamais oublier à quel point nous étions passés près de tout détruire. Au lieu de cela, je l'ai mis sur l'étagère comme un marqueur du passé, pas un enregistrement de problèmes en cours.
Laurent l'a remarqué là quelques jours plus tard et a demandé si je le gardais comme assurance au cas où il retournerait à ses anciennes habitudes. J'ai dit non. Que je le gardais comme un rappel pour nous deux de ce qui arrive quand une personne arrête d'essayer et que l'autre personne arrête finalement d'accepter. Des mois ont passé et nos nouveaux schémas sont devenus juste des schémas. Plus nouveaux, mais normaux. J'ai arrêté de me préparer à la déception chaque fois que Laurent disait qu'il gérerait quelque chose parce qu'il allait réellement au bout des choses sans que j'aie à le lui rappeler ou à prendre le relais. Nous partagions les tâches ménagères sans négocier ni tenir les comptes. Tous les deux faisant juste ce qui devait être fait. Laurent demandait comment s'était passée ma journée et écoutait réellement mes réponses, posant des questions de suivi au lieu d'attendre son tour pour parler de lui-même. Quand des problèmes survenaient, nous en parlions tout de suite au lieu que je les écrive en silence pendant que le ressentiment s'accumulait. Je me sentais sincèrement heureuse dans mon mariage pour la première fois depuis des années. Pas juste contente ou résignée, mais réellement heureuse de rentrer à la maison et de passer du temps avec mon mari. J'avais appris à Laurent comment être un vrai partenaire en refusant d'accepter moins que ce que je méritais. Et il avait appris que le véritable amour exigeait un effort égal des deux personnes. Nous comprenions tous les deux maintenant que le respect mutuel n'était pas quelque chose que l'on exigeait ou retenait comme punition, mais quelque chose que l'on construisait par des actions constantes et la volonté de changer quand on avait tort. Notre mariage n'était pas parfait parce qu'aucun mariage ne l'est, mais il était enfin égal, et cela faisait toute la différence.